Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. En 2021, au Canada, la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus était de 19%, soit près d'une personne sur 5. Et pour mémoire, on compte au Canada 2 millions de plus d'aînés qu'il y a 10 ans, en 2011, soit près de 7 millions. Les aînés représentent même au Québec 20,6% de la population avec 1 753 000 personnes âgées de 65 ans et plus. Un vieillissement que le ministère de la Santé québécois désire en santé, actif et chez soi, comme l'avance sa politique, vieillir et vivre ensemble chez soi dans sa communauté. L'Organisation mondiale de la santé développe aussi depuis 5 ans le programme ICOP, Integrate Care for Older People, ou soins intégrés de la personne âgée, un guide pour une communauté afin de dépister les pertes des capacités des personnes âgées et évaluer leurs besoins en matière de santé, d'alimentation et de soins pour mieux y répondre ensemble. Vieillir deviendrait donc ainsi l'affaire de tous, de la municipalité, au service de poste ou encore au voisinage, et donc plus seulement à la personne âgée ou à sa famille. Bien vieillir avec la communauté, nous en parlons tout de suite, restez là. À Je vote pour la science, cette semaine, nous nous intéressons à comment bien vieillir au sein de notre communauté et comment la communauté peut supporter le bien vieillir de manière autonome et à la maison. Pour en parler, je suis en compagnie de Pierrette Gaudreault, co-directrice du réseau québécois de recherche sur le vieillissement et vice-doyenne académique des sciences fondamentales à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Marie-Pascale Paumé, médecin et professeure de santé publique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Et elle est l'une des co-organisatrices du colloque aux entretiens Jacques Cartier consacré à la santé, au bien-être, vieillissement, un défi de décloisonnement. C'est ce qui nous a donné un peu l'idée de cette émission. Bonjour. Bonjour Isabelle. On compte de plus en plus d'aînés au Canada. Près d'une personne sur 5 a aujourd'hui 65 ans et plus, soit environ 6 millions de Canadiens qui sont des aînés. Le recensement de 2021 a montré que plus de 861 000 personnes étaient âgées de 85 ans ou plus. Cela est plus du double du nombre observé en 2001 lors du précédent recensement. Il nous faudra donc apprendre à bien vieillir et donc adapter notre société à cette réalité démographique. Vieillir en bonne santé, comment doit-on le définir et le comprendre? Professeur Paumé? D'abord, je pense que ça se travaille dès le départ, dès qu'on est. Je pense que ça, c'est vraiment très important de rappeler qu'on doit comprendre que notre santé est un capital sur lequel on doit travailler dès qu'on arrive sur cette terre. Et je pense que quand on dit vieillir en bonne santé, c'est vraiment d'acquérir au fil des ans des réflexes qui nous amènent à comprendre que nos comportements ont un impact sur notre propre santé et aussi l'environnement dans lequel on est, puis aussi non seulement l'environnement, comment on pourrait dire, physique, mais aussi social. Donc, il faut être vraiment très, très vigilant sur tous ces facteurs et puis commencer déjà par nous-mêmes. Est-ce qu'il y a déjà des bonnes habitudes quand on prend de l'âge, certaines bonnes habitudes pour être vigilant? Ou c'est trop tard, ou si ça dépasse, si c'est depuis le début. Non, là, je pense qu'on peut quand même toujours, au cours de la vie, changer ses habitudes pour qu'elles soient quand même plus prometteuses d'une bonne santé. C'est certain que ça doit toucher un peu toutes les différentes sphères de notre vie. En premier lieu, évidemment, tout ce qui est la locomotion, donc la capacité de pouvoir marcher. Donc, ça, c'est vraiment très important de garder une activité physique qui a beaucoup d'impact sur beaucoup d'autres domaines de notre santé. Ensuite, c'est évidemment d'avoir un bon réseau social.
sait que l'isolement est un facteur très important pour maintenir sa bonne santé. Et puis ensuite, bien sûr, c'est toutes ces habitudes, que ce soit alimentaire. L'alimentation, c'est un domaine excessivement présent. Puis arrive évidemment notre système de santé quand même, là, d'être suivi régulièrement pour s'assurer en tous les cas que notre santé est bonne. Puis quand on vieillit, on a la vision qui peut baisser, ou aussi l'audition. Puis ces deux éléments-là, si on ne les traite pas, peuvent nous amener évidemment à renforcer des situations où on peut s'isoler et donc ne pas être contributif d'une bonne santé. Oui. Dans quelques années, la société québécoise sera l'une des plus âgées avec le vieillissement le plus rapide, alors que nous devons nous poser la question, comment bien faire ça, n'est-ce pas, professeur Gaudreault? Comment bien vieillir? C'est une question vaste. Comme le disait professeur Paumé, il y a les habitudes de vie qui sont importantes. Il y a aussi les habitudes de vie, parlons sommeil, parlons nutrition, activité physique, réseau social, effectivement. Mais il y a aussi un autre facteur qui est important, c'est d'une certaine façon la santé financière. Alors, donc, on sait que de plus en plus d'aînés sont sous le seuil de la pauvreté. Alors, donc, c'est un enjeu important de travailler à bien comprendre l'importance de s'attaquer aux populations vulnérables comme les aînés qui sont dans un milieu défavorisé et qui ont peut-être vécu dans un milieu défavorisé toute leur vie. Alors c'est évident que au niveau capital santé, ils partent avec un certain handicap, je vais dire. Ce n'est pas quelque chose qui est facilement réversible là, quand on parle des habitudes ou d'un milieu de vie qui a perduré toute une vie, mais il est jamais trop tard là. Alors des fois c'est simplement de penser différemment et pour les aînés là de mieux être aidés aussi par des travailleurs de terrain au niveau social pour peut-être mieux organiser les finances. Quelquefois il y a aussi les proches qui et là j'en viens peut-être à la maltraitance des aînés, où on a des proches de la famille qui soutirent des sous à des grands-papas, des grands-mamans qui ont à peine ce qu'il faut là pour vivre décemment. Alors c'est sûr que quand les enjeux financiers, si on parle des aînés de la classe moyenne, c'est évident que elle est en meilleure santé qu'il y a quelques décennies. La longévité en bonne santé est aussi augmentée. Alors, c'est sûr que comment cela peut-il se produire? Mais c'est évident que les aînés sont plus informés, sont mieux, l'arsenal thérapeutique aussi est meilleur pour prendre en charge les maladies chroniques, que ce soit le diabète, l'hypertension, etc. Donc les services les services de santé, puis les découvertes de nouvelles molécules au niveau clinique sont des vecteurs aussi qui ont ajouté au bien-être et à la santé là des adultes et bien sûr des aînés, parce que les maladies chroniques là souvent on traîne ça sur plusieurs décennies. Alors c'est évident que pour les aînés avec des maladies chroniques,
c'est encore plus important d'avoir les bons réflexes là, de bien s'alimenter, de faire de l'exercice physique et d'avoir des bonnes habitudes de vie en général. Mais on dit ça, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Alors, par exemple, il y a certains aînés qui perdent beaucoup d'appétit en vieillissant et donc sont pas toujours intéressés de cuisiner. Alors moi je leur dis bien, allez manger au resto avec des amis, des connaissances, trouvez-vous une activité intéressante à faire ensemble. Et puis quand on est ensemble, on a plus d'appétit, on a plus de jasette que être seul ou seulement avec son conjoint là dans son lieu de vie. Alors puis c'est sûr avec le vieillissement aussi, faut, comme Dr Paumé le mentionnait, il faut conserver des milieux de vie stimulants. Et ça, c'est un défi. Hein? Oui. Si on veut, d'une part, que nos aînés soient en bonne santé le plus longtemps possible et qu'on ait des soins et services adaptés à domicile, parce que c'est ça que les aînés veulent. Au Québec, on a fait des études là-dessus et la grande majorité des personnes âgées veulent rester comme on dit là, on veut rester chez nous et vieillir chez nous. Alors donc, ce sont plusieurs enjeux. Donc, le vieillissement, c'est pas une maladie, c'est une résultante de plusieurs facteurs. Puis il y a les facteurs biologiques aussi, donc des facteurs génétiques qui fait en sorte qu'on peut avoir un petit peu plus de prédisposition si on fait pas attention à nos habitudes de vie. On va avoir un peu plus de disposition pour être en moins bonne santé au bout du compte. Oui, tout à fait. Comme le rappelait professeur Paumé oui, tout à l'heure. Tout à fait. Oui. Professeur Paumé, justement, la santé, le bien-être et le vieillissement étaient au cœur d'un récent colloque que vous organisiez aux entretiens Jacques Cartier. Bien vieillir, c'est aussi quelque chose qui regarde la communauté, n'est-ce pas? Ah oui, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai particulièrement apprécié dans le cadre du colloque, c'est qu'on a été vraiment capable de pouvoir discuter des différentes facettes de la société qui peuvent vraiment contribuer à créer cet environnement, comme on disait, stimulant et qui permet aussi de créer des circonstances où les personnes peuvent être plus entraînées à adopter ces bonnes habitudes de vie. Et dans le cadre du colloque, donc l'idée c'était vraiment de travailler sur l'intersectorialité, donc que ça soit évidemment les villes là, qui ont un rôle absolument prépondérant, rien que par exemple pour faire en sorte que les personnes puissent marcher dans des conditions les plus sécuritaires possibles et qu'il puisse y avoir des bancs, qu'il puisse y avoir des circuits où les voitures ne deviennent pas un obstacle pour pouvoir marcher, ou encore avoir la possibilité d'avoir accès à des activités d'activités physiques pas proches de chez eux, et aussi de faire en sorte qu'on puisse les amener à faire ces activités. Et puis tout le transfert générationnel aussi qui a été discuté pendant le colloque, de montrer à quel point il était important de ne pas ségréguer la population par âge, mais bien au contraire de faire en sorte que les jeunes puissent côtoyer les aînés. Ça fait partie d'une société saine et au contraire qui bonifie son capital social et son capital santé justement grâce à cette mixité. Donc de quelle façon on peut créer ces circonstances-là. Donc c'est ça qu'on a beaucoup discuté. Puis il y a eu un exemple absolument quand même qui, je pense, a beaucoup marqué les différentes personnes qui étaient présentes. C'est une expérimentation qui a été menée en France où il y a eu une mobilisation des facteurs. Donc la Poste, qui est vraiment le grand organisme en France public qui permet de pouvoir avoir accès à nos lettres, à tout le courrier. Comme vous savez, bien évidemment, avec Internet, on a diminué fortement cette activité-là pour les facteurs. Et ils se sont renouvelés en disant que finalement, ils étaient des acteurs de proximité exceptionnels et qu'ils pouvaient aussi avoir un rôle non seulement
temps de vigie pour identifier des personnes qui pourraient être dans des situations précaires ou fragiles, mais aussi, vraiment, c'est ça qui a été assez étonnant dans le partage qui a été fait, peuvent être des évaluateurs, donc vraiment d'aider à détecter des situations qui ensuite permettraient de pouvoir mobiliser le tissu social autour, que ce soit les professionnels de la santé, mais aussi les associations, le côté plus aussi services sociaux, comme le disait Pierrette aussi. Donc oui, je trouve en tout cas que le colloque a bien mis l'accent sur ces différentes facettes qu'il faut être capable de pouvoir mobiliser pour vraiment créer des conditions les plus optimales pour bien vieillir en santé. Oui, professeur Gaudreault, dans ce colloque, vous nous parliez justement de l'artiste peintre Armand Vaillancourt, qui est âgé de 96 ans et qui est toujours alerte et plein de projets. Mais tous les aînés ne se ressemblent pas. Avoir 65 ans versus 85 ans, ce n'est pas la même réalité? Ce n'est pas du tout la même réalité. Effectivement, je dirais même avoir 75 ans versus 85 ans, c'est pas la même réalité. Alors, donc, il faut aussi adapter nos services et notre vision d'un vieillissement en sain ou un vieillissement en bonne santé ou un vieillissement satisfaisant pour les personnes âgées qui n'ont pas les mêmes besoins. À 75 ans, on voit la grande majorité des personnes au Québec sont encore très autonomes, sauf une minorité qui ont plusieurs maladies chroniques, je dirais, ou plusieurs enjeux psychologiques ou de santé mentale. Mais si on prend un individu moyen de 75 ans, la plupart ont un vieillissement satisfaisant. Et c'est sûr que la décade suivante n'est pas tout à fait au même niveau. Alors, à 85 ans, les gens ont plus de vulnérabilité, même si il y a des personnes qui conduisent encore leur voiture, ils sont autonomes pour les décisions dans les activités de la vie quotidienne et aussi dans les décisions importantes pour leur vie, leurs finances, etc. Mais c'est sûr que je dirais autour de 80 ans, il y a quand même, je dirais, une certaine cassure là où la santé est un peu la personne devient un peu plus fragile, je dirais. Dans notre terminologie de la fragilité, là, on dit on a des gens qui sont non fragiles, d'autres qui sont pré-fragiles et d'autres qui sont fragiles. Alors, je dirais que après 80 ans, le risque de devenir un peu plus fragile est présent. Alors, malgré tout, je pense qu'on peut avoir un vieillissement chez soi dans ces conditions. Souvent, on pense que que les gens aillent en institution soit la bonne solution, mais avoir de l'aide à domicile, même si on doit payer pour, c'est beaucoup moins dispendieux que d'être en institution de soins de longue durée, par exemple, ou dans des maisons, des résidences pour personnes âgées, là, comme on en voit dans toutes les annonces de ce temps-ci. Alors, donc, je pense qu'il faut vraiment penser à comment on peut mieux organiser le continuum de soins et services de santé pour faire en sorte que les personnes âgées, même s'ils ont besoin de soins de longue durée, soient capables, avec une aide, de rester dans leur milieu de vie. Alors ça, c'est quelque chose de très important parce que souvent, quand, à moins que ce soit vraiment une décision longuement mûrie et que c'est vraiment la personne qui choisit d'aller dans un milieu de vie comme les ressources pour personnes âgées, mais sinon, c'est toujours préférable que les gens demeurent chez eux et souvent
on voit quand il arrive, par exemple, un accident de vie, comme une chute qui entraîne un changement de milieu de vie, et souvent c'est à ce moment-là qu'on voit un peu la fragilité s'installer et les gens deviennent un peu moins autonomes et tout ça. Alors donc je pense que le continuum dans ce contexte-là, pour les gens de 80 ans et plus, le contexte de soins et services de santé et soins de services et services de santé à domicile est extrêmement important pour le bien-être des personnes âgées qui veulent rester dans leur milieu de vie. Oui, et de toute façon, c'est encouragé parce que le ministère de la Santé québécois soutient d'ailleurs sa politique vieillir et vivre ensemble chez soi dans sa communauté, où il encourage les aînés à rester à la maison. Exactement. Ce qui ne veut pas dire inactif d'ailleurs, être actif et avoir des liens, ça protège du vieillissement, professeur Paumé? Mais oui, là, c'est vraiment une des choses qu'on a apprises au cours de ces dernières années. C'est vraiment l'importance de l'impact de la solitude, et on sait à quel point certains aînés, en tout cas, en sont très touchés, et ça a un impact vraiment direct sur la santé. Donc, le réseau social, le fait d'être en contact avec l'autre, d'être stimulé aussi au niveau intellectuel, de pouvoir parler, de pouvoir échanger sur ses émotions, etc. Donc, ça, c'est vraiment un point essentiel. Donc, effectivement, quand on reste à la maison, il faut qu'il y ait aussi la possibilité d'avoir des personnes qui viennent à domicile, la famille, les proches, les intervenants aussi, qui permettent aux personnes justement d'être moins isolées. Puis effectivement, toutes ces notions-là sont adaptables en fonction du contexte de la personne, parce que comme l'a très bien dit Pierrette tout à l'heure, là, ça dépend vraiment des âges et des besoins des personnes. Mais on a vraiment confiance maintenant, en tous les cas, que l'isolement social, c'est quelque chose d'essentiel. Oui, professeur Paumé, vous développez justement un programme qui se nomme Activi Marché Rencontré, avec l'aide de la technologie, mais aussi des partenaires territoriaux. Ça, c'est dans la région de Lyon, en France. Disons que c'est pas moi qui le développe, c'est vraiment Pierre Crolac-Salmon qui est professeur gériatre et neuropsychiatre à Lyon, là, qui a vraiment mené ce très beau projet depuis maintenant plusieurs années. On avait l'intention avec professeur Gaudreau de pouvoir implanter un tel projet au Québec. On a finalement aussi, mais on n'a pas eu l'occasion encore de pouvoir le faire. Mais nous y réfléchissons de façon vraiment plus évidente en ce moment, parce que justement à la suite du colloque, il y a eu comme une convergence un peu des intérêts de plusieurs personnes à travailler sur le côté intersectoriel de bien vieillir en santé. Donc avec Isabelle Vedel, qui est aussi médecin de santé publique et professeur à McGill, on souhaiterait effectivement peut-être à une échelle moins ambitieuse que celle de Lyon, mais de commencer à tester avec la ville de Montréal ou une autre ville la capacité vraiment de réfléchir à des conditions optimales pour faire en sorte que des personnes en situation de vulnérabilité puissent profiter aussi de la technologie et effectivement aussi d'un environnement qui leur permette de pouvoir explorer, exploiter toutes les différentes facettes qui nous permettent de pouvoir vieillir en santé. Et de rester actif. L'Organisation mondiale de la santé a développé le programme ICOP destiné à guider la communauté pour dépister justement les pertes de capacité des personnes, d'évaluer leurs besoins en matière de santé, d'alimentation, de soins. On pourrait imaginer de tels programmes ici, mais il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, la santé cognitive et mentale, la mobilité, la nutrition, lorsqu'on parle de vieillir. Quels sont les éléments, professeur Gaudreau, d'un vieillissement réussi, selon vous? Pour terminer, est-ce que... Oui, alors, je dirais, un vieillissement réussi, nos personnes âgées nous l'ont dit en des termes très simples. C'est d'avoir ma tête et mes jambes pour être capable d'être autonome et rester chez moi. Alors, ça implique beaucoup de recherches intersectorielles. C'est ce que le Réseau québécois de recherche sur le vieillissement fait maintenant. Et le projet dont parlait professeur Paumé, nous espérons vivement pour pouvoir le réaliser à modeste échelle avec une
participation active du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement. Donc, je pense que les 3 mots-clés nous ramènent à des enjeux de santé cognitive, santé mentale, de mobilité et de continuum de soins et services de santé pour vraiment être prise en charge à des moments clés pour ne pas perdre notre capital santé trop vite. La recherche qui doit se faire là, à ce moment, ça va de la cellule, comprendre la cellule âgée, que ce soit au niveau musculaire, que ce soit au niveau neuronal. Donc, comprendre la cellule, comprendre les mécanismes biologiques qui sous-tendent, par exemple, le maintien de la qualité du muscle, des muscles des membres inférieurs pour être capable de marcher. Alors, et ça, c'est un parmi des milliers d'exemples. Alors, donc, la recherche intersectorielle s'attaque à ça, vraiment de la cellule à la société. Et puis, tous ces enjeux-là ont une importance aussi grande les unes que les autres. Donc, c'est pour ça que ça nous prend des équipes multidisciplinaires et intersectorielles pour être capable de mieux comprendre les processus du vieillissement, de sorte qu'on va aider nos aînés à vieillir encore un peu plus longtemps en bonne santé, et c'est ce qu'on souhaite tous comme chercheurs. Oui, et aussi la participation des aînés. Tout à fait. Donc, on ne sait pas ce qu'elle sera avec les baby boomers parce que c'est une autre génération qui commence à prendre sa retraite, mais je pense que comme ils ont été maîtres de leur destinée beaucoup durant leur vie active, je pense que ces aînés-là auront à cœur de mobiliser leur génération pour justement s'occuper de leurs congénères qui sont peut-être un peu moins en bonne santé et qui est un effet synergique là, collectif pour le bien-être de tous les futures personnes âgées au Québec. Oui, on va se quitter sur cette note positive et pleine d'espoir. Merci beaucoup. On était en compagnie de Pierrette Gaudreault, co-directrice du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement, et de Marie-Pascale Paumé, médecin et professeur de santé publique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci à toutes les deux. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, tout comme à la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Écoutez les rediffusions de l'émission à votre radio, également sur le site de l'agence Science Presse. Si vous avez aimé cette émission, partagez-la. Passez tous une bonne semaine. Portez-vous bien. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique